Bonsoir, merci d'être là, on va commencer. Alors d'abord, je voudrais vous dire qu'on est ravis de pouvoir organiser cette conférence ce soir à Roquefort-la-Bédoule. Elle a lieu dans le cadre du Festival d'astronomie de Provence, dont on organise cette année la 2e édition. Et l'année dernière, on était resté plutôt sur le bassin marseillais. Et cette année, on a essayé d'aller toucher des villes ou des villages dans lesquels il n'y a pas forcément des instituts de recherche ou des labos de recherche. Donc on a choisi cette ville de Roquefort-la-Bédoule sur la suggestion de Pierre-Yves, à qui je vais donner la parole tout de suite. Et on est très content que vous ayez répondu à l'appel et que vous soyez là ce soir. Donc je voudrais remercier la ville de Roquefort-la-Bédoule de nous accueillir ce soir et puis l'équipe technique d'avoir mis un film en place. Pour les enfants qui ont suivi les ateliers système solaire avec l'association Andromède ces 2 derniers jours, je crois qu'il y a eu plus de 200 enfants. Voilà, ceux qui n'ont pas pu être là ce soir, vous pourrez re-regarder la conférence de Sandrine qu'on mettra dès que possible sur le site du festival, car elle a accepté d'être filmée. Merci. Et puis pour vous guider dans cette soirée, je vais donner la parole à mon camarade Pierre-Yves Chabot, viens dans la lumière un peu, qui est ingénieur de recherche au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Merci Pierre-Yves. Merci Laurent. Alors, comme Laurent l'a dit, Festival d'astronomie de Provence, donc événement extraordinaire, bien sûr, commune extraordinaire. Ouais. On va commencer on va faire un peu les comptes, on avoue. Donc ce soir, vous êtes vous êtes 65 ou entre 65 et 70 quand même. Donc je dois dire que de toutes les confs du festival, on arrive en numéro 2 en termes de fréquentation, juste derrière Marseille. Donc bravo Roquefort-la-Bédoule, hein, vous pouvez vous applaudir. Donc voilà, et bon, j'ai refait un deuxième calcul quand même, hein, parce que Marseille c'est 1 million de personnes, et c'était à l'Alcazar, donc la bibliothèque de Marseille, on était 150, ils étaient. Là, sur 6000 habitants, faire 75, c'est-à-dire faire 70, presque la moitié. Enfin, on fait bien mieux en ratio que la ville de Marseille, on doit dire. Donc, vous pouvez vous applaudir une deuxième fois. Alors, bien sûr, à commune extraordinaire, invité extraordinaire. Ah oui. Donc Sandrine Vinatier, voilà. Donc j'ai commencé par faire une boulette. Donc Sandrine Vinatier, qui nous vient tout spécialement de l'Observatoire de Paris. Donc pour cette conférence dans le cadre du Festival d'astronomie de Provence. Donc Sandrine est chercheuse au CNRS, au LESIA, le laboratoire Génoté quand même, le laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique. Donc spécialiste des atmosphères planétaires, notamment l'atmosphère de Titan. Elle a participé à la mission Cassini de la NASA. Donc la NASA, l'agence spatiale américaine, la mission Cassini, qui a réalisé l'exploration de Saturne au début des années 2000 ou 2004, voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, elle collabore avec des équipes françaises et aux États-Unis également pour préparer une nouvelle mission, dans le cadre d'une nouvelle mission, Dragonfly. Mais j'en dis pas plus parce que c'est le sujet de la conférence, donc je vais me taire. En plus de ça, donc Sandrine a coécrit avec Alice Le Gall, Sandrine Guerlet et Sébastien Charnoz le livre Les mondes de Saturne. Donc il y a un exemplaire là, tu le montreras pour que bien sûr vous puissiez vous jeter sur votre libraire favori. Et puis je pense qu'on va peut-être faire l'acquisition peut-être pour la bibliothèque municipale. Ça pourrait être une bonne chose. Alors donc ce livre qui a obtenu le prix Ciel et Espace en 2023. Bravo. Alors maintenant, je vais me taire parce que sans plus entendre, Sandrine Vinatier pour la conférence Les mystères de Titan et le futur de son exploration avec Dragonfly. Donc je vous remercie beaucoup d'être venu du coup ce soir pour m'écouter. Un vendredi soir, voilà, des fois on a autre chose à faire plutôt que de venir écouter de la science, donc sincèrement merci d'être là. Donc ce soir je vais vous parler de l'exploration de Titan et l'idée ça va être, on va remonter un peu dans le temps pour que vous compreniez
que vous ayez un aperçu de comment se fait la science finalement, du départ jusqu'à une complexité croissante en termes de mission spatiale, de méthodes d'analyse de données, etc. Et je vais vous présenter un bilan des résultats de la mission Cassini et de pourquoi on a décidé, donc je vais souvent parler de on parce que c'est les scientifiques, ingénieurs, etc. en général, donc pourquoi on a décidé d'aller à nouveau vers Titan avec un nouveau type de mission, donc je vais vous parler à la fin, qui est la mission Dragonfly. Donc déjà, pour se situer, Titan, donc c'est le plus gros satellite de Saturne, donc je vais revenir sur ses caractéristiques. Mais donc c'est un satellite de Saturne, donc franchement la plus belle planète que vous connaissez probablement, avec ses anneaux. Et Titan, finalement, si on voit le système de Saturne vu d'au-dessus, donc vu par exemple du pôle Nord, avec ses différents satellites, les anneaux ici, donc en fait Titan est assez loin. Donc si vous voyez Titan au télescope, en particulier dans le cadre du festival, ayez en tête que finalement c'est quand même assez loin. Donc typiquement à une vingtaine, on parle en rayons de Saturne, nous les astronomes, donc à une vingtaine de rayons de Saturne, et ça correspond à 1 250 000 km. Voilà, alors donc, on va remonter un tout petit peu dans le temps. Donc finalement, Titan, c'est connu depuis relativement peu de temps, disons. Donc dans les années 40, fin des années 40, donc il y a la première preuve, en fait, que Titan possède une atmosphère. Ça, c'est quelque chose de vraiment particulier, parce qu'il n'y a pas d'autres objets Lune avec une atmosphère dense dans le système solaire. Et donc comment est-ce qu'on s'en est rendu compte? Donc c'est Gerard Kuiper qui a détecté grâce au télescope qui était le deuxième plus gros au monde à l'époque, donc le télescope qui était à l'observatoire McDonald au Texas. Donc il avait été construit seulement 2 ans plus tôt, et du coup il a détecté le méthane dans l'atmosphère de Titan. Donc pour ça il a utilisé un spectrographe à prisme. Donc pour ça, donc ce type d'outil, ça sert à décomposer la lumière. Donc si jamais vous avez déjà eu un prisme entre les mains et que vous le positionnez bien avec le rayon du soleil, vous allez voir du coup la lumière se décomposer dans ses couleurs visibles, donc typiquement les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais si on utilise des instruments plus élaborés, plus compliqués, on peut décomposer la lumière dans d'autres longueurs d'onde. Et donc ce spectrographe a permis de décomposer la lumière dans le proche infrarouge. Et dans ce type de gamme on appelle ça de longueur d'onde, donc dans cette gamme de longueur d'onde, on peut détecter des petites bandes d'absorption. Donc il faut vraiment un œil averti quand même, je l'avoue pour le voir, mais toujours est-il qu'il y a des bandes d'absorption du méthane ici et ici. Et ça veut dire que le méthane est donc très abondant dans l'atmosphère de Titan. Sinon, on ne le verrait pas. On ne le verrait pas avec un télescope qui était gros pour l'époque, mais qui est finalement pas si gros que ça. 2 mètres de diamètre, c'est pas si énorme. Et donc l'idée à l'époque, c'est que Titan possède une atmosphère dense, puisqu'on détecte le méthane. Et donc, comme je l'ai dit, c'est le seul satellite du système solaire à posséder une atmosphère dense. Donc ça commence à vraiment éveiller la curiosité des chercheurs. Et un peu plus tard, dans les années 70, il y a une nouvelle détection. Donc il faut quand même attendre un certain temps entre la première détection du méthane et les suivantes, les autres molécules. Et un peu dans la même gamme de longueur d'onde. Donc c'est cette fois-ci le dihydrogène. Alors le dihydrogène, c'est intéressant parce que c'est la molécule la plus simple, 2 atomes d'hydrogène. Et c'est la molécule la plus légère. Et en fait, au cours du temps, dans une atmosphère, du fait de sa légèreté, elle devrait pouvoir s'échapper assez facilement de l'atmosphère. Donc si on l'observe sur Titan, ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans l'atmosphère qui fait que le dihydrogène est là. Donc ça pose question. Et en même temps, donc on se rend compte, en observant cette fois-ci en UV, on se rend compte que l'atmosphère de Titan absorbe les rayons UV. Et il y a des personnes qui disent, voilà, c'est probablement qu'il y a des petites particules dans l'atmosphère qui absorbent ce rayonnement. Et une autre pièce du puzzle vient également dans la même période, mais cette fois-ci à plus grande longueur d'onde, où on détecte des hydrocarbures. Donc un hydrocarbure, c'est une molécule qui contient du carbone et de l'hydrogène. Et donc ici, à cette époque-là, on détecte l'acétylène, l'éthylène et l'éthane. Donc voilà, on commence à se dire, à l'époque, il se passe des choses dans l'atmosphère de Titan. Et c'est là qu'interviennent, donc, dans les années 70-80, les premiers modélisateurs de la chimie de l'atmosphère de Titan. Donc au début, vu que le méthane avait été détecté,
les personnes donc, spécialistes de cette chimie vont faire les premières simulations numériques avec des premières réactions chimiques, où par exemple 2 molécules de méthane ici, donc vous avez le carbone et 4 atomes d'hydrogène. Donc 2 molécules de méthane vont être cassées par le rayonnement solaire, donc on appelle ça des photons solaires. Et ça va créer ce qu'on appelle des radicaux. Donc voilà, c'est des morceaux de molécules qui sont très réactifs et qui vont se recombiner entre eux. Donc ça forme une molécule plus complexe. Ici, donc c'est l'éthane. Et ça forme aussi la petite molécule de H2, le dihydrogène dont j'ai parlé juste avant. Et ces premières simulations, ça commence à expliquer ce qui est observé dans l'atmosphère. Et donc ça explique que finalement le dihydrogène provient de la chimie et l'éthane provient aussi de la chimie. Donc ça, c'était à l'époque, donc les premières réactions plutôt simples. Et là, on va faire un tout petit saut temporel, mais vraiment pour pas très longtemps. Donc voilà maintenant ce que représentent les simulateurs de la chimie atmosphérique, sachant que ça, c'est super simplifié. Enfin, il faut vraiment avoir ça en tête. L'atmosphère de Titan, c'est vraiment quelque chose de très complexe, et vous allez voir au fur et à mesure de la présentation voilà, que c'est vraiment particulier, l'atmosphère de Titan. Donc voilà, tout ça pour dire que maintenant, il y a des modélisateurs qui simulent des milliers de réactions chimiques. Et là, je vous le dis, c'est vraiment très simplifié et on est loin d'avoir tout là-dedans. Alors revenons en arrière. Donc dans les années 70-80, on commence à comprendre qu'il y a une chimie atmosphérique, il y a des modélisateurs qui prédisent des choses, on observe des molécules. Et en même temps, il y a des expérimentateurs, donc des personnes qui vont simuler en laboratoire, un peu comme ça avait été fait quelques années auparavant dans l'expérience de Miller-Urey. Ils vont mettre dans des enceintes des mélanges gazeux dans lesquels ils vont appliquer des décharges électriques. Donc l'objectif, c'est d'apporter de l'énergie pour casser les molécules, un peu comme les photons que je vous ai montré tout à l'heure ici. Donc l'idée, c'est de simuler en fait la dissociation de ces molécules, mais en laboratoire. Pardon, je ne vais pas dans le bon sens. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que naturellement, avec ce type de mélange gazeux, donc qui contient du méthane, si on y applique une source d'énergie, ça va casser les molécules. Et très rapidement, en typiquement quelques dizaines de minutes, on se retrouve avec des poudres qui sont ici récupérées dans des petites fioles, des poudres de composés organiques qui ont des couleurs différentes en fonction de la quantité de méthane que l'on va mettre dans l'enceinte gazeuse. Donc ça montre que finalement, à partir du méthane, il est relativement facile de créer des molécules beaucoup plus complexes. Donc ça, ces poudres, ça pourrait expliquer les particules qui ont été vues, enfin en tous les cas qui sont la cause de l'absorption du rayonnement UV qui a été vu auparavant. Et donc alors là, on commence à se dire, la chimie de l'atmosphère de Titan est complexe. Et comme dans l'expérience de Miller-Urey, qui montrait, donc l'idée c'était de reproduire la chimie de l'atmosphère terrestre avant l'apparition de la vie, et dans l'expérience de Miller-Urey, il se crée naturellement des acides aminés, des composés d'intérêt pour la vie. Donc on se demande si pour Titan, il n'y aurait pas ce genre de choses, une chimie qui serait d'intérêt prébiotique, donc avant l'apparition de la vie. Donc c'est pour ça qu'il y a les sondes spatiales qui ont été dans le système, qui ont survolé le système de Saturne. Donc la première, dans les années 80, c'est Pioneer 11, en 1979. Donc voilà l'image de Titan qui a été prise à l'époque. Alors ensuite, donc voyant ça, les chercheurs ont décidé, donc il y avait 2 autres sondes spatiales qui allaient dans le système solaire externe. Donc il y avait les sondes Voyager 1 et Voyager 2. Et il a été décidé de détourner Voyager 1, qui devait aller vers Pluton, pour finalement survoler Titan au plus près. Donc ça, c'est une image de Titan à 3900 km d'altitude, donc de distance, disons, de Titan. Et on y voit donc une partie vraiment orangée, homogène, et on y voit en bleu les petites particules qui sont diffusantes et qui diffusent plus facilement le rayonnement bleu et UV. Et donc ça, c'est ce qui apparaît ici, en fait, en visible, en bleu. Et Voyager 2 est passé un peu plus tard, en 1980, et à une plus grande distance, donc ce qui a permis de voir Titan vraiment dans son ensemble. Et on voit que Titan, finalement, n'est pas homogène. La partie sud est plus claire, l'hémisphère nord est plus foncé, avec une bande ici. Donc les aérosols sont distribués pas de façon homogène dans l'atmosphère de Titan. Ça, c'est lié à la dynamique atmosphérique, et ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Alors là, l'image est en fausse couleur.
disons que c'est un peu saturé, et à l'époque, donc c'est ce qui est sorti, mais en fait une image plus réaliste. Donc c'est un collègue qui a retravaillé en fait les images Voyager avec les filtres que l'on connaît mieux maintenant. Et donc ça, c'est une image plutôt que vous verriez avec l'œil, avec vos yeux, donc en visible. Mais on voit quand même que c'est plus foncé dans l'hémisphère nord en raison de la quantité d'aérosol qui est plus abondante dans cet hémisphère. Alors donc, c'est très intéressant, mais ça a été quand même une très grosse déception quelque part, parce que finalement, la surface de Titan, on ne la voyait pas. Et on ne la voyait pas parce qu'à l'époque, il n'y avait que des caméras visibles, et donc on n'avait pas forcément prévu qu'il y avait cette atmosphère aussi épaisse. Mais par contre, la grande découverte, c'est que finalement, l'atmosphère est composée principalement de diazote, donc à 98%. Alors le diazote, c'est très intéressant parce que c'est ce qu'on a sur Terre aussi. Sur Terre, on a 78% de diazote dans l'atmosphère, donc c'est le composé principal, et sur Titan, c'est aussi le composé principal de l'atmosphère. Et finalement, on découvre aussi avec ces sondes que le méthane ne représente que 1 à 2% de la quantité des molécules atmosphériques. Alors qu'on pensait, comme si vous vous souvenez du spectre que je vous ai montré au tout début, sur lequel on voyait très peu les bandes d'absorption, on pensait à l'époque que c'était le composé majoritaire. Donc c'est quand même les deux grands résultats de la mission Voyager concernant Titan, en tous les cas. Et un autre résultat très intéressant, c'est la détection d'une douzaine de molécules, et cette fois-ci dans les longueurs d'onde infrarouges plus lointaines. Donc on appelle ça l'infrarouge thermique, parce que c'est l'émission thermique de l'atmosphère que l'on observe ici. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans cette gamme de longueurs d'onde, chaque molécule a sa signature spectroscopique bien définie. Et donc on peut les détecter. On peut les détecter. Je reviendrai un peu plus en détail sur ce qu'on peut faire de ce type de décomposition spectrale. Et voilà. Alors la grande question qui reste en suspens, donc on sait que du coup ça confirme que l'atmosphère de Titan a une chimie complexe. Et par contre, la grande question restait en suspens, donc je vous l'ai dit, on ne sait pas à quoi ressemble la surface, et quel est le degré de complexité de la chimie atmosphérique. Est-ce qu'on peut aller très loin dans cette chimie et créer des composés qui sont d'intérêt pour ensuite l'apparition de la vie? Donc c'est là que les chercheurs ont décidé de développer une mission beaucoup plus complexe, dédiée à l'étude du système de Saturne, qui a été la mission Cassini-Huygens. Donc c'est en 1982 que cette mission est proposée. La NASA va l'adopter. Donc la NASA s'occupe de tout l'orbiteur, qui s'appelle Cassini. L'ESA, elle, s'occupe du module de descente qui s'appelait Huygens. Elle a été sélectionnée, cette mission, en 88 par la NASA, en 88 par l'ESA, en 89 par la NASA. Et ça a quand même réuni 27 nations. Donc voilà, les missions spatiales, c'est vraiment quelque chose qui réunit des centaines, voire milliers de personnes sur, vous allez le voir, des dizaines d'années. Le décollage, donc voilà, la mission proposée en 82, décollage en 97 et arrivée en juillet 2004. Donc vous voyez les temps longs, c'est vraiment du temps long en fait de développer une mission spatiale. Ici, c'est une image, un cliché pris de la sonde Cassini avant le décollage. Et là, donc, vous voyez les ingénieurs qui s'affairent, donc ça vous donne une échelle de la taille de la sonde. Et ici, c'était une sorte de pot vibrant gigantesque pour effectuer les derniers tests de vibration avant le décollage, pour vérifier que tout était OK. Alors voilà une autre image de Cassini. Donc, ces dimensions, 6,7 mètres de haut. Donc, si elle était posée à côté de vous, ça atteindrait largement le plafond de cette salle. Et typiquement, ça atteindrait le 3e étage d'un immeuble. Et antenne ici qui faisait 4 mètres de diamètre. Et la masse totale était de 5,7 tonnes, incluant le carburant. Et elle emportait 12 instruments, incluant des imageurs dans différentes gammes de longueur d'onde. Donc là, je montre ici toutes les gammes de longueur d'onde qui ont été utilisées par la sonde Cassini. Donc si vous vous souvenez de ce qu'on a vu dans les slides d'avant, ça permet d'avoir des informations, différents types d'informations, et je vais vous le détailler un petit peu par la suite. Il y avait des spectromètres en visible, en infrarouge, en radio, un radar et des analyseurs de composition in situ, donc c'est-à-dire qui faisaient des mesures directement dans l'atmosphère, et à la fois de tout ce qui est la matière neutre, mais aussi du plasma, donc qui est la matière ionisée. Donc Cassini,
a été vraiment un très grand succès. Donc initialement, elle devait durer de 2004 à 2008. C'était la mission nominale. Et ici, vous voyez, donc ça c'est Saturne au centre, les différentes orbites des satellites, ça c'est l'orbite de Titan. Et tous les autres traits colorés, ça correspond aux orbites de Cassini. Donc Cassini était en orbite autour de Saturne et elle a effectué 127 survols de Titan. Et en vert, donc c'était toutes les orbites pendant la mission nominale de 2004 à 2008. Ensuite, tout marchait tellement bien et c'était vraiment un très grand succès. La mission a été prolongée de 2008 à 2010. Elle a été prolongée parce que Saturne et du coup tout son système, incluant Titan, allait traverser l'équinoxe de printemps nord à ce moment-là. Et donc l'équinoxe a eu lieu en 2009. Donc l'idée scientifique, c'était de couvrir ce qui allait se passer pendant l'équinoxe. Et à nouveau, tout fonctionnait très bien et la mission a été encore prolongée de 2010 à 2017 pour atteindre le solstice d'été nord. Donc l'idée là était vraiment de vraiment comprendre comment changeait l'atmosphère, mais là je vais vous parler que de Titan, mais aussi de Saturne, etc. Tout au long des saisons, donc sur 2 saisons, Titan étant plus loin que la Terre, donc une saison sur Titan, ça dure à peu près 7 années terrestres. Donc 127 survols rapprochés de Titan, je l'ai déjà dit, et 2 saisons, donc de l'hiver nord à l'été nord. Alors, donc il y avait aussi la sonde Huygens, dont je vous ai un petit peu parlé, donc qui a été éjectée dans l'atmosphère de Titan en janvier 2005. Et l'idée, donc, c'était d'effectuer des mesures pendant la descente, des mesures in situ de l'atmosphère. Elle est tombée, elle a atterri à 10 degrés sud, donc vers l'équateur, et elle a effectué des mesures pendant 2h30 de descente. Ce module contenait 6 instruments, avec plusieurs caméras infrarouges, un analyseur de composition, des capteurs pour mesurer les vents, la température, la pression, et aussi des capteurs ensuite de mesure de la surface. Par exemple, voir si la surface était dure, plutôt molle, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a appris de la sonde Cassini au cours de ces années ? Donc là, je vous trace le portrait de famille du coup, des satellites de Saturne, avec ici la distance. Bon, elle n'est pas du tout respectée à l'échelle, mais peu importe, que ce n'est pas ça qui nous intéresse. Mais par contre, les tailles, elles, sont respectées. L'échelle en taille est respectée. Donc il y a les premiers petits satellites, puis il y a Mimas, qui fait à peu près 400 km de diamètre, Encelade 500 km, Tétis et Dionée qui sont plutôt vers 1000 km de diamètre, et Rhea qui est plutôt à 1500 km de diamètre. Donc vous voyez, toutes ces lunes sont cratérisées en s'éloignant et elles grossissent en s'éloignant de Saturne. Donc là, sur cette slide, donc je remets Rhea, qu'on vient de voir, et je vais vous présenter Titan. Voilà, donc ça a quand même rien à voir avec les autres lunes. Donc vous voyez que Titan est déjà beaucoup plus gros que le reste des lunes de Saturne. Il apparaît jaune à cause de son atmosphère, on ne voit pas du coup les cratères, donc on l'a déjà vu, on ne voit pas sa surface. Et donc c'est vraiment un objet qui est totalement à part dans le système de Saturne, mais aussi à part dans le système solaire. Alors, si on compare ça à des choses qu'on connaît un peu mieux, donc voilà Titan à l'échelle, comparé à la Terre, avec son atmosphère, donc qui s'étend jusqu'à 1500 km d'altitude. Sur Terre, ça s'étend typiquement jusqu'à 500 km d'altitude, donc 500 km, c'est là où c'est un peu au-dessus de l'orbite de la Station spatiale internationale. Donc sur Titan, il faut réaliser que l'atmosphère s'étend 3 fois plus haut quand même. Donc c'est vraiment quelque chose hors norme. Et donc on l'a vu, atmosphère composée majoritairement de diazote, donc comme la Terre, et 1,5% de méthane. Et voilà. Donc alors, maintenant je vais vous parler de la température qu'il fait à la surface et dans l'atmosphère de Titan. Donc Titan est 10 fois plus loin du Soleil que ne l'est la Terre, donc il reçoit moins d'énergie solaire, donc il est moins chauffé. Donc sur Titan, à la surface, il fait moins 180 degrés. Donc c'est plutôt hostile. Mais voilà, donc la température a été mesurée par la sonde Huygens. Je reviendrai après comment on fait. Et oui, un autre point important, c'est que la pression de surface est quasiment similaire finalement à ce qu'on a sur Terre, 1,5 bar, alors que sur Terre, nous avons une pression de surface de 1 bar à peu près. Et dans ces conditions-là, moins 180 degrés et 1,5 bar, le méthane de l'atmosphère de Titan existe sous les 3 phases, liquide, solide, gazeuse.
Et donc, on va le voir après, il y a un cycle du méthane sur Titan. Il y a des étendues liquides de méthane sur Titan. Donc ça, c'est une autre particularité de Titan. Il n'y a pas d'autres objets dans le système solaire, à part la Terre et Titan, sur lesquels on a des étendues liquides. Et voilà, donc là, je vous compare juste la température terrestre, avec du coup la Station spatiale internationale qui est vers 400 km, et Cassini qui pénétrait ici dans l'atmosphère de Titan jusqu'à peu près 1000 km d'altitude au-dessus de la surface. Mais ça a déjà permis de mesurer la composition dans la haute atmosphère en détail. Alors, donc je vous ai montré le profil thermique, mais finalement, comment est-ce qu'on mesure la température dans une atmosphère ? C'est pas si évident que ça. Là, on est à de l'ordre du milliard de kilomètres de la Terre. Donc, comment est-ce qu'on sait, comment est-ce qu'on arrive à avoir quelque chose finalement d'aussi précis ? Donc, la première technique, donc, ça va être d'aller in situ et de mettre simplement un thermomètre. Donc, c'est ce qui a été fait par la sonde Huygens quand elle est descendue dans l'atmosphère. Une fois que le parachute a été déployé et que la coiffe de protection thermique avait été éjectée, le thermomètre a pu faire des mesures dans l'atmosphère et mesurer la température, mais uniquement dans cette petite zone-là finalement, en dessous 150 km. Donc ça, c'est la première technique. Deuxième méthode, la sonde Huygens a aussi mesuré pendant sa descente une décélération en raison d'un freinage en fait, qu'elle a rencontré en raison de l'atmosphère avec sa densité qui était de plus en plus importante en descendant. Et en supposant du coup, en mesurant cette décélération, donc on a des informations sur la densité, et en supposant que certaines hypothèses sur le gaz atmosphérique, on peut en déduire la température atmosphérique. Ça, c'est très précis et c'est très précieux parce que c'est encore énormément utilisé aujourd'hui dans de nombreuses études. Mais par contre, ça a été mesuré à un seul endroit, 10 degrés sud, et une seule date. Donc c'était le 15 janvier 2005. Donc ce qui nous intéresse après, pour faire par exemple de la climatologie, ça va être d'avoir des cartographies de la température et de voir comment ça évolue avec les saisons. Je vous ai dit qu'on a observé avec Cassini 2 saisons, de 13 années d'observation et 2 saisons, l'hiver nord et le printemps nord. Alors donc il y a une autre technique aussi qu'on peut mesurer, donc cette fois-ci à distance, et déduire des informations sur la température. Ça, c'est la mesure qu'on appelle radio-occultation, donc c'est une mesure de l'atténuation du signal radio, donc qui est émis par l'antenne principale de Cassini, donc dans des grandes gammes de longueur d'onde, vers la Terre. Donc c'est mesuré, c'est recueilli par le Deep Space Network, donc qui contient plusieurs antennes en Australie, aux États-Unis, en Espagne. Donc le signal de Cassini est récupéré par ces grandes antennes, et en fait il va être atténué au moment où Cassini passe derrière Titan. Il va être atténué et dévié, et ça permet de remonter à la fois à la densité et la température de l'atmosphère. Donc ça, c'est très précis, et c'est très intéressant parce que ça permet de descendre jusqu'à la surface. Et il y a eu à peu près une douzaine de ce type d'observations réalisées pendant la mission Cassini. Et une autre méthode, donc c'est celle sur laquelle moi j'ai travaillé, et donc évidemment beaucoup d'autres personnes aussi ont travaillé, et qui est intéressante parce que finalement elle va sonder entre à peu près 120 km et 650 km à partir de l'émission thermique des molécules. En particulier, notre thermomètre dans ce cas-là, c'est le méthane, parce que le méthane étant le deuxième composé le plus abondant, il est réparti de façon homogène dans l'atmosphère de Titan, et il a été mesuré par la sonde Huygens. On connaît son abondance, je vous ai dit 1,8%. Ça a été mesuré par Huygens, donc on s'en sert comme thermomètre. On connaît son abondance, et l'émission thermique nous permet, en reproduisant cette observation du méthane-là, les raies d'absorption, donc j'en reparlerai un peu plus en détail après, ça nous permet de remonter à la température dans cette région-là. Et donc ça, c'est pour faire ça, donc pour rentrer plus en détail là-dedans, il faut reproduire l'émission observée ici. Donc ça, on a besoin de collègues qui sont spécialistes de la spectroscopie. C'est des personnes qui vont mesurer en laboratoire les raies, donc la signature spectrale des molécules, et qui vont aussi simuler numériquement l'intensité de ces raies et la position de ces raies avec des simulations de physique quantique. Donc ils mettent ça dans des bases de données spectroscopiques, et nous, donc je dis nous, là, à l'observatoire de Meudon, donc, nous travaillons en fait plutôt sur du transfert de rayonnement. Donc le transfert de rayonnement, c'est comment est-ce que dans l'atmosphère, l'émission thermique va se propager. Donc pour ça, on découpe l'atmosphère en différentes couches, on prend en compte la composition atmosphérique,
et on regarde l'émission thermique. Voilà comment elle se propage vers la sonde Cassini. Donc il faut prendre en compte l'émission dans toutes les directions et éventuellement une réabsorption, une réémission dans certaines conditions, etc. Et donc pour ça, on utilise les bases de données spectroscopiques pour reproduire les spectres observés ici. Alors, une fois qu'on a utilisé du coup notre thermomètre du méthane et qu'on a toutes les observations de la mission Cassini, on a envie de savoir comment la température évolue dans l'atmosphère, à la fois en altitude, mais aussi spatialement. Donc pour ça, donc là ici, qu'est-ce que je représente? Donc c'est la cartographie de la température entre 150 km et 600 km. Au niveau du pôle Nord ici, donc là on a une tranche de l'atmosphère, donc c'est pas tout à fait à l'échelle, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer l'évolution et qu'on voit bien à l'écran. Donc ici nous sommes au pôle Nord, nous nous dirigeons ici vers l'équateur qui se trouve ici, et là nous allons vers le pôle Sud, à 90 degrés sud. Et l'idée c'est de voir comment évolue cette température. Donc en rouge ce sont les zones les plus chaudes, et en bleu ce sont les zones les plus froides. Et voyons ce qui se passe au cours du temps. Intéressons-nous d'abord à l'hémisphère nord, donc la partie ici. Donc on va voir qu'au cours du temps, donc on quitte. Donc là nous sommes au printemps nord. Donc on va voir qu'au cours du temps, finalement, la température dans l'hémisphère nord augmente au cours du temps. Voilà. Et revenons en arrière. Si on s'intéresse cette fois à l'hémisphère sud, donc l'hémisphère sud est en automne sud. Donc on pourrait s'attendre à ce que la température diminue au cours du temps. L'automne avançant, allant vers l'hiver, donc on pourrait se dire, tiens, la température va baisser. Alors regardons l'automne sud, ici. Donc avançons au cours du temps. Donc on voit qu'effectivement, on passe d'une région rouge à une région plutôt verte, donc la température diminue. Par contre, surprise, la température réaugmente ici, alors qu'elle continue à diminuer là. Donc sous cette très bas, en fait, ici, c'est simplement la nuit polaire. Donc c'est comme sur Terre. Titan est incliné, son axe de rotation est incliné de 27, un peu plus de 27 degrés. Et pendant l'automne et l'hiver, c'est la nuit polaire au pôle. Donc la température baisse, mais par contre, elle augmente à haute altitude. On pourrait se dire, tiens, c'est contre-intuitif. Et on voit qu'au cours du temps, ça continue. Donc ça reste froid à basse altitude à cause de la nuit polaire et ça continue à augmenter au cours du temps. Voilà, vous voyez, ça continue à être rouge. Donc, c'est pas super intuitif, donc comme je vous l'ai dit, donc là, on a besoin des modélisateurs, les modélisateurs du climat. Ce sont des personnes qui vont simuler les équations de l'hydrodynamique dans les atmosphères planétaires. Donc c'est comme les modèles de climat terrestre qui nous prédisent, par exemple, les changements climatiques, etc., et qui sont appliqués aux atmosphères planétaires. Donc, depuis 1995, il y a des équipes au laboratoire de météorologie dynamique de Paris, mais il y a d'autres équipes dans le monde, qui simulent, du coup, les atmosphères planétaires, et en particulier l'atmosphère de Titan. Et grâce à eux, ça permet d'interpréter les données, les observations, mais en même temps, les observations permettent d'affiner aussi les modélisations. Donc il y a vraiment un aller-retour important sur ces thématiques-là. Et par exemple, donc qu'est-ce que ces modèles nous apprennent sur nos observations? C'est que par exemple, l'augmentation de température contre-intuitive dont je vous ai parlé pendant l'automne sud à haute altitude, elle vient en fait de la dynamique atmosphérique. Donc sur Titan, les modèles nous prédisent qu'il existe des grandes cellules de circulation, comme des sortes de tapis roulants atmosphériques, qui descendent pendant l'automne au niveau du pôle sud. Et en descendant, ça crée une compression adiabatique, enfin on appelle ça adiabatique mais peu importe, une compression un peu comme lorsque vous utilisez une pompe à vélo, si vous touchez l'embout, ça va chauffer. Quand on comprime l'air, il va chauffer, donc c'est une compression dite adiabatique, et ça crée un réchauffement dans la haute atmosphère. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas forcément intuité sans les modélisations climatiques. Alors, une fois qu'on a notre carte de température, vu qu'on s'intéresse à l'émission thermique de l'atmosphère, on peut ensuite utiliser ces cartes de température pour aller voir ce qui se passe au niveau de la composition atmosphérique. Pour ça, on va simuler, toujours avec nos codes de transfert radiatif, on simule les émissions de molécules, par exemple ici l'éthane, mais là ce que je vais vous montrer après, c'est le cas du HCN, le cyanure d'hydrogène. Et on peut tracer de la même manière des cartes, avec toujours le pôle Nord, l'équateur et le pôle Sud, et ce qui se passe entre 120 km et 650 km d'altitude.
En bleu, ce sont les régions les plus appauvries, là où il y a le moins de molécules, et en rouge, ce sont les régions les plus enrichies. Alors si on s'intéresse, on va faire le même exercice que tout à l'heure, on va s'intéresser d'abord à l'hémisphère nord, et on va regarder comment ça évolue au cours du temps. Donc on a un enrichissement près du pôle nord, et on voit que au-delà, c'est quand même moins enrichi. Et au cours du temps, donc là on est toujours enrichi, hop, et en fait on voit qu'il commence à se passer des choses. Et finalement, il reste... Bon, là, on ne voit pas grand-chose. Oui, je ne vous ai pas dit, les parties blanches, c'est là où on n'a simplement pas d'informations. Donc, au cours du temps, finalement, l'enrichissement se retrouve plus bas, confiné, et on a un appauvrissement à haute altitude. Donc ça, je vais y revenir après. Et si maintenant, on fait le même exercice en regardant l'hémisphère sud, donc là, on voit que la zone d'enrichissement est située à haute altitude et pas à basse altitude. À basse altitude, on est très appauvri, c'est une région bleue. Et vous allez voir que ça évolue au cours du temps. On se retrouve avec des forts enrichissements qui vont finalement ensuite s'étaler à haute altitude. Et donc là, à nouveau, on fait appel à nos collaborations avec les modélisateurs donc, du climat Titan qui nous permettent d'expliquer nos observations. Donc là, à nouveau, on a la descente d'air, donc disons du tapis roulant atmosphérique, qui crée, comme on l'a vu, à la fois un réchauffement de l'atmosphère, mais qui crée aussi un enrichissement en molécules. Pourquoi ça crée un enrichissement en molécules ? C'est parce que les molécules dans l'atmosphère de Titan, qu'on a vu dès le début, sont finalement formées à très haute altitude. En fait, elles sont plus abondantes à haute altitude qu'à basse altitude et elles sont transportées par cette dynamique atmosphérique à plus basse altitude dans cette région-là. Et par ailleurs, ici, il y a une petite cellule qui enrichit, qui garde un enrichissement à haute altitude. Et les modèles climatiques nous prédisent aussi, nous informent qu'il existe un vortex polaire sur Titan. Donc c'est des vents qui vont tourner très vite et qui vont finalement confiner cette région enrichie. Vous voyez qu'au-delà de 60 degrés sud, ça n'est plus enrichi. C'est parce que c'est confiné dans le vortex polaire, donc dans ces vents qui tournent très vite. Et donc ils peuvent atteindre, on va le voir, des vitesses assez importantes. Alors donc grâce à Cassini, sur les 13 années d'observation, donc sur les 2 saisons, on a pu dresser comment évolue la dynamique atmosphérique au cours du temps, avec une grande cellule de circulation qui monte au pôle sud et descend au pôle nord au tout début de la mission Cassini, donc pendant l'hiver nord. Cette grande cellule va finalement rétrécir en taille, et il y a une petite cellule après le passage de l'équinoxe qui va se créer au pôle sud et qui, elle, va grandir en taille. Et donc la cellule au nord, elle va diminuer. Et petit à petit, on se retrouve avec une cellule totalement inversée pendant le printemps nord, enfin au début de l'été nord. Donc ça, c'est vraiment un résultat complètement nouveau qui a pu être réalisé grâce à la continuité, la longévité de la mission Cassini. Alors après Cassini, donc il y a aussi des observations qui sont réalisées depuis le sol. Donc ça, c'est des observations faites par le radiotélescope ALMA, donc qui est au Chili. Donc là, c'est à plus grande longueur d'onde. Et ça permet de faire des cartes, réaliser des cartes donc de vent dans l'atmosphère de Titan, et de déduire qu'à haute altitude, donc ça c'est un résultat récent qui date de 2019, ça permet de montrer qu'à haute altitude, on a des vents qui atteignent 300 mètres par seconde. Donc ça a été une grande surprise. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des vents si rapides, si hauts dans l'atmosphère, et on ne comprend pas qu'est-ce qui génère ces vents aussi élevés. Donc là, juste pour détailler un tout petit peu comment on fait, c'est que les raies spectrales, donc les signatures spectroscopiques de chaque molécule, vont être décalées en fait spectralement. Et grâce au décalage, plus le décalage est important et plus ça correspond à une vitesse importante. Et donc ici, on voit les vents qui s'éloignent et là, les vents qui se rapprochent de nous. Alors, je vous ai beaucoup parlé de l'atmosphère de Titan et finalement, je ne vous ai rien dit sur la surface. Et pourtant, on connaît beaucoup de choses maintenant grâce à Cassini sur la surface de Titan. Alors, donc restons dans les longueurs d'onde. Si on s'intéresse donc si on utilise les caméras de Cassini, mais qu'on regarde une longueur d'onde en proche infrarouge un petit peu au hasard, il y a de fortes chances que le rayonnement solaire soit diffusé par l'atmosphère et que vous ne voyez pas la surface. Donc en fait, il faut regarder des longueurs d'onde bien spécifiques. Là où le méthane n'absorbe pas, on appelle ça les fenêtres de transparence du méthane. Et ça va permettre d'aller... Donc le rayonnement solaire ne va pas être absorbé par le méthane, va atteindre la surface et va pouvoir être diffusé ensuite vers la sonde Cassini. Donc il faut bien choisir ces longueurs d'onde. Et les caméras de Cassini, du coup, avaient des filtres.
Et ici, en regardant par exemple dans un filtre bien spécifique, donc dans une fenêtre de transparence du méthane, voilà ce qu'on obtient. Donc on peut voir la surface de Titan. Donc il fallait vraiment des caméras très spécifiques. C'est pour ça que Voyager ne pouvait pas prévoir au départ quelle longueur d'onde observer, et du coup les caméras n'étaient pas adaptées. Mais Cassini, en fait, donc, était adapté pour cela. Alors, une autre façon d'étudier la surface de Titan, c'est d'observer les titans en radar. Donc là, Cassini va émettre une onde et qui va être réfléchie par la surface, donc à 2 cm de longueur d'onde. Et lorsqu'elle est réfléchie par la surface, ça veut dire que la surface est lisse. Et ça montre que Titan possède des étendues liquides. Si sur une image radar, vous voyez une région sombre comme ça, c'est qu'il y a de fortes chances que ce soit, en tous les cas pour Titan, c'est que ce soit lié à un liquide, une étendue liquide. Sinon, ça pourrait être lié à une étendue extrêmement lisse. Mais du coup, la plus grande probabilité d'avoir une étendue très lisse, c'est d'avoir du liquide. Donc je vous le rappelle, aux températures et aux pressions de Titan, cette étendue liquide, c'est du méthane liquide. Et par contre, si vous avez un terrain plutôt rugueux, vous allez avoir une partie du rayonnement radar envoyé vers la surface qui va être réfléchie, disons diffusée, à nouveau vers la sonde Cassini. Et finalement, l'image apparaît brillante. Et là, ça veut dire qu'il y a de la rugosité au niveau de la surface. Donc soit des montagnes, ou des... Voilà, ça peut être autre chose, des galets, etc. Et donc Cassini a effectué une radiographie radar donc, de la surface à 46% avec une résolution meilleure que 1 km. Et combiné aux observations en infrarouge, donc dans les fenêtres de transparence, voilà ce qu'on connaît maintenant de la surface de Titan. Donc c'est très hétérogène. Et en marron, on va le voir, ce sont des champs de dunes. Ici, c'est la région dite de Xanadu, qui est plutôt montagneuse, brillante. Huygens a atterri par ici. Et Dragonfly, mais on reviendra, atterrira par là. Alors, donc là, ce qu'on voit en marron, c'est des champs de dunes. Ça a été une très grande surprise de Cassini, l'observation de ces champs de dunes. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des champs de dunes si étendus au niveau de l'équateur sur Titan. Et ces champs de dunes, donc en fait, sont assez spécifiques, mais finalement pas tant que ça, parce qu'on a des bons analogues sur la Terre, donc que l'on peut observer dans le désert de Namib. Et donc ce sont des dunes sur Titan longilignes, ça c'est une image radar, donc de 170 km sur 220. Et ces dunes donc, peuvent atteindre des milliers, des centaines, voire des milliers de kilomètres de long, font typiquement 50 mètres de haut jusqu'à 200 mètres de haut, donc grosso modo la taille de la tour Eiffel au maximum. Et entre les dunes, donc, il y a des écarts, des zones relativement plates qui font quelques kilomètres de large. Et donc ça, on va le voir que c'est important pour Dragonfly. Voilà. Donc ça a été l'une des surprises, du coup, comme je le disais, de Cassini. Et ici, vous avez une cartographie des différentes zones géologiques en fausse couleur qui ont été vues, du coup, à la surface de Titan. Donc Titan est assez particulier, c'est un peu comme sur Terre, on observe par exemple très peu de cratères d'impact. Donc ça, sur Titan, il y en a typiquement une centaine. On ne les observe pas simplement parce que la majorité des impacteurs vont être détruits par l'atmosphère où il y a un phénomène de resurfaçage à la surface qui fait que les impacts vont disparaître au cours du temps. Il y a la majorité des terrains, à 65%, ça va être des plaines, donc qui apparaissent ici en vert. Oui, je ne vous ai pas dit, les cratères sont en rouge, donc vous voyez, il y en a relativement peu. Et la majorité des terrains, c'est des plaines en vert. Alors on ne sait pas trop ce que c'est, peut-être des collines, voilà. À la résolution spatiale du radar, donc on ne peut pas vraiment déterminer ce que c'est. Donc il faudrait vraiment une autre mission pour ça. Il y a 1,5% qui ont été appelés les labyrinthes, donc les labyrinthes qui apparaissent en rose, ici, qui sont probablement des régions où des écoulements ont eu lieu. Qui créent ces structures. Et il y a également des montagnes à 14%, enfin des sortes de collines, montagnes. Les reliefs sur Titan ne sont pas très élevés, au maximum de l'ordre du kilomètre en altitude, en élévation. Et donc ces terrains qui sont appelés humoki, donc disons montagneux, ici c'est la région de Xanadu que je vous ai montré juste avant, qui apparaît brillante, et voilà que l'on observe à différents endroits en orange. Et surtout, ce qui est très marquant, et donc ce qui est vraiment exceptionnel, là, j'insiste à nouveau, dans le système solaire avec la Terre, il y a 2 objets qui ont des étendues liquides, c'est la Terre et Titan. Et donc il y a des lacs, des étendues liquides, donc sur Titan, qui apparaissent en bleu ici,
et il y en a très peu dans l'hémisphère sud, pardon, excusez-moi. Donc ça à 1,5%. Et ces fameuses dunes dont on vient de parler, qui sont les régions violettes ici. Alors donc Titan possède un cycle du méthane, donc à nouveau, en raison de sa température et de sa pression de surface, le méthane va exister sous 3 formes, liquide, solide, gazeuse. Et là, c'est une image fausse couleur de Cassini, donc c'est une des plus belles images en fait que l'on ait reçues de Cassini, parce que en fausse couleur, en infrarouge, donc toujours dans les fenêtres du méthane, on voit ici le point brillant qui en fait correspond au soleil qui se réfléchit sur l'étendue liquide de la mer qui est ici proche du pôle Nord. Donc c'est un peu comme lorsque vous êtes en avion et au-dessus d'un océan par exemple et vous voyez le soleil se réfléchir vers vous. C'est exactement la même chose ici. Ça s'appelle une réflexion spéculaire et ça montre clairement qu'il y a une étendue liquide à cet endroit-là. Donc en plus des étendues liquides, Huygens a montré qu'il y avait des réseaux de chenaux fluviatiles, mais qui semblent être asséchés près de l'équateur et qui semblent se déverser donc, dans une région ici plus sombre. Donc ça, c'était pendant la descente de Huygens. Et Cassini a montré aussi la présence de nuages, des évolutions nuageuses au cours du temps, au cours des saisons, et a même montré des pluies en fait, qui ont eu lieu, puisque sous ce type de nuages qui sont apparus et qui évoluent sur quelques jours titaniens, le sol a changé de structure. Et donc il s'est assombri pendant un certain temps, puis s'est rééclairci. Donc on pense qu'il y a eu de la pluie de méthane qui est tombée, qui a humidifié le sol et qui s'est ensuite asséché au cours du temps. Donc on a la preuve que de l'eau, quel lapsus, du méthane liquide est tombé à la surface de Titan pendant la mission Cassini. Alors qu'est-ce que Huygens a vu pendant la descente ? Donc finalement, à haute altitude, 110 km, sur Titan, on voit quand même le ciel bleu. On voit le ciel bleu parce que, je vous l'ai dit, c'est principalement du diazote dans l'atmosphère. Donc comme sur Terre, ça va diffuser plus efficacement le rayonnement bleu et la lumière bleue du Soleil. Et du coup, finalement, l'atmosphère à haute altitude de Titan apparaît bleue. Mais plus on descend et on se rapproche de la surface, donc on commence à voir le ciel qui s'assombrit, qui devient de plus en plus jaune. Et par contre, la surface commence à être visible seulement à 70 km d'altitude, donc ce qui est quand même relativement haut. Et voilà, donc on voit la surface. Et ça, c'est le cliché qui a été pris à la surface par la sonde Huygens. Donc on voit une étendue plate avec des sortes de galets clairsemés, parsemés, voilà, avec des zones un peu plus denses, d'autres moins denses. Et ces galets, en fait, sont des galets de glace d'eau. Donc, sur Titan, compte tenu de la température, la glace d'eau est extrêmement dure. Sa dureté se rapproche de celle d'une roche terrestre. Et on pense, du coup, que du méthane a coulé. On ne sait pas du tout quand. Si c'était il y a quelques dizaines d'années, centaines d'années, milliers d'années. Mais en tous les cas, a érodé ces galets et les a arrondis. Donc du liquide a coulé dans la région où a atterri Huygens. Alors, que verrions-nous à la surface de Titan ? Donc, on l'a un petit peu vu juste avant, mais pour que vous ayez une sensation de ce qu'on verrait, en fait, donc Titan étant 10 fois plus loin du Soleil, il reçoit 100 fois moins de rayonnement solaire en haut de son atmosphère. Mais comme l'atmosphère de 1500 km d'altitude contient quantité d'aérosols, finalement à la surface de Titan, on a seulement 10% de la lumière solaire que l'on a sur Terre qui arrive. 10% de ce qui est en haut. Donc en fait, on a 1000 fois moins de lumière solaire à la surface de Titan que nous n'en avons sur Terre. Donc en fait, sur Titan, ça ressemble plutôt à un crépuscule que l'on a sur Terre. Et là, pour vous donner une idée, donc il y a Huygens qui a été représenté. Donc c'est une simulation, ça. C'est une simulation utilisant les données de la sonde Huygens pour reproduire ce qu'on verra à la surface de Titan avec un œil humain. Et ici, donc, vous voyez deux intrus, c'est des chaises de jardin blanches, donc, voilà, dont on a un peu l'habitude, et elles sont presque difficilement discernables et elles apparaissent très jaunes. Donc l'atmosphère de Titan diffuse énormément la lumière, mais on verrait quand même finalement le disque solaire depuis la surface, qui apparaîtrait du coup 10 fois plus petit que ce qu'on voit sur Terre. Alors, pour revenir à la chimie de Titan, donc ça va nous faire le lien avec Dragonfly. Donc on a vu les molécules, donc le méthane et aussi du coup finalement le diazote, le N2, sont dissociés à haute altitude
par les photons solaires, mais aussi par des particules énergétiques qui se baladent dans la magnétosphère de Saturne. Donc tout ça, c'est cassé à haute altitude, et ça va former des molécules plus complexes. Donc ça forme naturellement des cycles que l'on appelle des cycles de benzène. Donc c'est des molécules à 6 carbones qui sont relativement plates et qui vont s'agglomérer en ensemble de molécules plus complexes. Et ces feuillets vont se coller les uns aux autres pour former pour former du coup des sortes de petites boules que nous on appelle des monomères. Et ces petites boules de macromolécules, d'ensemble de macromolécules, se combinent entre elles pour former les aérosols de l'atmosphère de Titan. Donc, ils sont des ensembles de milliers de monomères, de milliers de boules de macromolécules, d'ensembles de macromolécules, qui donnent à Titan cette couleur jaune orangée invisible. Et alors, donc ça, c'est des aérosols de matière organique. Et donc, c'est intéressant parce que ils sédimentent au cours des millions, voire milliards d'années. Sédimenter, ça veut dire ils tombent, en fait. Ils sont formés dans l'atmosphère à haute altitude et ils vont tomber à la surface de Titan au cours du temps. Ils sont constamment formés et ils tombent constamment à la surface de Titan. Et on a vu en laboratoire que lorsque ces molécules-là, donc vous vous souvenez, les petites fioles jaunes qu'on a vues au début, qui étaient les aérosols formés en laboratoire, quand on mélange ces aérosols formés en laboratoire avec de l'eau, très rapidement, ça donne des molécules organiques très intéressantes pour l'apparition de la vie. Par exemple, des acides aminés, des bases azotées, etc., qui peuvent être impliquées dans l'ADN, par exemple. Donc sur Titan, je vous ai dit, il fait très froid, la glace est très dure, mais dans certaines conditions, on peut quand même avoir de l'eau liquide. Et c'est ce qui est représenté ici, en fait, c'est au moment de la formation des cratères d'impact. Si un bolide, un très gros météore, arrive assez rapidement, il va traverser l'atmosphère, ne va pas être détruit, et par contre va être détruit au niveau de la surface. Et au niveau de la surface, il va faire fondre la glace d'eau, et cette glace d'eau va rester liquide pendant des centaines, voire milliers d'années. Donc comme en laboratoire, on peut former très rapidement des molécules d'intérêt pour la biologie, en mélangeant ces aérosols avec de l'eau, on se dit que sur Titan, c'est peut-être apparu de la même manière au moment où il y a eu des cratères d'impact qui se sont formés. Donc en mélangeant ces aérosols formés dans l'atmosphère avec l'eau des cratères d'impact. Donc c'est là que du coup la mission Dragonfly a été proposée. Donc on a vu que la mission Cassini nous a apporté énormément d'informations sur Titan, sur son atmosphère, sa surface. Mais pour avoir plus d'informations maintenant, pour aller plus loin, il faut vraiment aller à la surface de Titan. Donc c'est là que la mission Dragonfly a été proposée par la NASA. Donc elle a été définitivement acceptée la semaine dernière par la NASA. Donc elle va vraiment se faire et donc vous allez voir à quel point c'est vraiment intéressant. Donc Dragonfly, c'est un drone qui va du coup descendre dans l'atmosphère de Titan. Il va être lancé en 2028 et il va arriver sur Titan en 2034. Et ce drone, du coup, va descendre dans la région des dunes. Parce que dans cette région-là, je vous ai dit, il y a des étendues plates entre les dunes. Donc c'est relativement... on est en sécurité pour se poser dans ces endroits-là. Et donc il va effectuer, en se posant, après cette posée, des mesures de la composition de la surface de Titan. Donc je vais y revenir après. Il va envoyer tout ça grâce à son antenne directement vers la Terre. Et une fois que les différentes analyses auront été réalisées, il va s'envoler à nouveau pour aller explorer un autre site de la surface de Titan. Oui, je ne vous ai pas dit, en fait, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi un drone, finalement, et pas un rover ? Donc c'est beaucoup plus simple de voler sur Titan. C'est plus simple parce que l'atmosphère est 4 fois plus dense que sur Terre, et la gravité est 7 fois plus faible sur Titan. Donc c'est vraiment... C'est de l'ordre, disons, de ce qu'il y a sur la Lune. Donc souvenez-vous des astronautes qui sautillaient très facilement sur la Lune. Donc sur Titan, c'est à peu près équivalent, disons. La densité atmosphérique, elle étant plus importante, on n'a pas besoin d'avoir des très grandes hélices pour voler. On peut du coup finalement faire voler un drone qui va être très gros relativement facilement. Et donc ce drone va atterrir dans la région du cratère Selk, donc d'abord dans les dunes, la région des dunes, parce qu'on pense
Donc pour plusieurs raisons. Pour une raison de sécurité, vu que les espaces entre les interdunes, les espaces entre les dunes sont très plats, donc il y a peu de risques. Disons que le drone se casse la figure sur des très grosses pierres ou ce genre de choses. Les dunes sont intéressantes. Donc à l'intérieur, l'espace entre les dunes, on pense qu'il y a de l'eau sous forme de glace. On pense aussi qu'il y a des aérosols. Et les dunes sont formées d'aérosols. Donc en se déplaçant un tout petit peu, ça peut permettre d'aller Dragonfly pour aller sonder la matière organique des dunes. Et ensuite, au cours du temps, donc Dragonfly va se déplacer vers le cratère Selk. Donc il y a un cratère d'impact qui fait 80 km de diamètre et dont on pense qu'il a contenu de l'eau pendant des centaines d'années. Alors comment va faire Dragonfly pour se déplacer ? Donc il va se déplacer de façon autonome. Donc d'abord, il va atterrir pour la première fois. Il va aller voir un premier site d'atterrissage, mais il ne va pas atterrir, il va revenir au site d'avant. Donc comme ça va permettre de sonder, de voir si le site d'atterrissage suivant permet au drone de se poser en toute sécurité. Donc ça va être étudié, vérifié, disons, par les chercheurs de la NASA. Ensuite, donc le drone aura le go pour aller se poser sur ce nouveau site d'atterrissage, mais avant, il va aller explorer le site d'atterrissage suivant. Et va aller du coup se poser de façon en toute sécurité donc sur le site d'atterrissage qu'il aura vu juste avant. Donc voilà, il va vraiment se déplacer de façon autonome, typiquement à 300-400 mètres au-dessus du sol, donc ce qui permet d'aller largement au-dessus des dunes. Et donc on va se déplacer comme ça par sauts successifs. Alors le drone Dragonfly, donc ici, donc vous le voyez de façon simulée, disons. Et pour avoir une idée de l'échelle, donc les hélices sont ici représentées donc portées par la responsable de la NASA du drone qui s'appelle Zibby Turtle. Et donc finalement, il y a eu un petit changement de design très récemment. Donc c'est plus une double hélice, mais ça va être une triple hélice en fait pour des questions de stabilité. Mais l'échelle reste la même. Et donc en fait, le drone, avec son antenne toute déployée, il va faire 2,50 m de haut. Donc c'est relativement haut. Donc ça remplirait une salle chez vous, ça atteindrait le plafond. Et le drone lui-même fera à peu près 800 kg. Donc c'est vraiment un très gros drone. Et du coup, il aura 4 ensembles d'hélices doubles pour des questions de redondance, éviter les pannes. Donc il y a un certain nombre d'instruments sur Dragonfly. Donc un instrument de géophysique et météo, DragMet, un spectromètre de masse, donc ça je vais y revenir parce que la France contribue à cet instrument-là. La France aussi contribue un petit peu à celui-là. Voilà, bon après je vais détailler. Draco, c'est une fourreuse qui va aller chercher des échantillons au niveau du sol. Il y aura des caméras, un ensemble de caméras à différents endroits sur le drone, déjà pour pouvoir se déplacer, mais aussi pour aller étudier les différents terrains. Et il y aura un spectromètre à neutrons et à rayons gamma, donc qui est en violet ici, et je vais y revenir tout de suite. Donc ce spectromètre à neutrons est intéressant parce qu'il va permettre de comprendre de quoi est constituée la surface. Est-ce qu'elle est constituée d'eau? Est-ce qu'elle est composée? Elle est constituée de composés organiques. Et donc le spectromètre à neutrons va envoyer des neutrons qui vont du coup impacter la sous-surface et qui vont réémettre des rayonnements gamma qui vont être détectés par le spectromètre. Et en fonction des différentes signatures, ça va permettre de savoir si ça contient. La sous-surface contient plus d'eau, contient plus d'azote, contient plus d'oxygène, etc. Donc ça, c'est une première façon de connaître ce qu'il y a au niveau de la sous-surface. Et ensuite, donc il y a l'instrument DRAMS, avec du coup couplé à la foreuse Draco, qui va aller récupérer un échantillon du sol, qui va être transporté dans l'instrument pour faire une analyse chimique, pour connaître cette composition. Donc ça va atterrir dans un ensemble de petites capsules, donc qui vont être remplies par le composé de l'échantillon. Ça va remplir la capsule. Il va y avoir un premier type d'analyse. Ce premier type d'analyse, ça va être de l'analyse par désorption laser. Donc un laser va être envoyé sur l'échantillon, le composé va être ionisé et va être envoyé vers le spectromètre de masse qui va pouvoir dire de quel type de composés sont composés, disons l'échantillon.
Ensuite, un autre type de mesure, donc toujours pareil, on a un échantillon, il va y avoir un liquide réactif qui va être mis dedans, le tout va être chauffé et ça va être envoyé vers des colonnes de chromatographie. Donc ça c'est intéressant parce que ça va permettre de voir s'il y a des molécules chirales dans l'atmosphère, dans l'échantillon de surface, avec du coup des molécules qui ont la même composition mais qui ont des formes différentes. Et sur Terre, la vie utilise de façon privilégiée un type de molécule et pas l'autre. Donc si on observe des déséquilibres à la surface de Titan, c'est intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il y a la vie, mais ça veut dire qu'il se passe quelque chose et qu'il faudra essayer de comprendre. Ou sinon, s'il n'y a rien et que ça se fait de façon totalement abiotique, donc c'est-à-dire sans contribution de la vie, normalement on devrait avoir 50% d'un type de molécule et 50% de l'autre type de molécule. Donc tout ça, ça va vraiment être intéressant à étudier et à observer. Voilà, donc c'est nous. Pardon. C'est un instrument de la NASA, mais c'est sur cet instrument qu'un certain nombre de Français travaillent en ce moment. Donc développer cet instrument de RAMS ici, qui est dans le nez ici de Dragonfly. Et donc en France, il y a une quarantaine de personnes qui travaillent activement sur le développement de cet instrument. Donc là, vous voyez ici un ingénieur qui monte en fait. Donc on travaille d'abord avec un modèle d'ingénierie. Donc ça, c'est pas le modèle qui va voler sur Dragonfly. C'est un modèle qui permet de tester plein de choses avant le lancement de l'instrument. Et là, donc ici, vous avez... Non, on va revenir là. Donc il y a différents tests qui sont faits en ce moment. Donc là, par exemple, on voit l'instrument de RAMS, donc cet instrument qui est ici, qui a été mis dans une boîte, qui a été vibré sur un pot vibrant. L'idée, c'est de le secouer pour voir si tout tient bien, simplement. Est-ce que des vis vont se défaire? Est-ce que les différents fils tiennent bien, etc. Il a été aussi impacté, donc j'ai pas le film là, mais en gros, on lance une très grosse masse dessus, et donc pour voir, pareil, si tout tient bien. Et ces 3 derniers mois, il a été chauffé, donc il y a eu des simulations de transport de matière organique dans l'instrument, pour voir si tout se passe bien, avec des températures différentes, parce que voilà, donc les chocs thermiques, les variations thermiques, donc entre ce qui vient de la surface et ce qui est dans le drone vont être vraiment très importantes, vu qu'on a moins 180 degrés à la surface. Dans le drone, il y aura à peu près entre 0 et 20 degrés. Donc voilà, tout ça est testé en ce moment. Et donc, il y a une quarantaine de personnes en France donc, qui travaillent là-dessus. Donc, je ne vous ai pas dit, cet instrument est sous la responsabilité du LATMOS. Donc, il y a un laboratoire qui est près de Paris. Et donc, c'est des spécialistes de spectroscopie de masse et de spectroscopie de chromatographie en phase gazeuse qui sont en train de développer cet instrument. Et nous, à l'Observatoire de Meudon, on participe aussi. Donc voilà, tout ça, ça fait partie d'une très grande équipe. Donc là, c'est les chercheurs et ingénieurs de la NASA pendant le meeting annuel de la sonde, enfin disons du drone. Et donc il y a actuellement plus de 500 personnes qui travaillent vraiment énormément pour actuellement développer ce modèle d'ingénierie, puis ensuite développer le modèle de vol qui volera du coup sur Dragonfly, avec un lancement prévu en 2028. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Donc je vous dis rendez-vous dans 10 ans, quand tout se passera bien. Et puis en attendant, ça a été présenté par Pierre-Yves au début. Avec 4 collègues, on a fait un petit bilan donc du coup du système de Saturne dans un livre donc qui est paru chez Belin. Et donc voilà, j'en ai ramené un exemplaire. Donc n'hésitez pas à venir le voir après, puis on peut en discuter. Et voilà, donc je serais vraiment ravie de répondre à vos questions. Je vais m'arrêter là. Et merci de votre attention. Alors tout d'abord, merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Merci. J'ai 2 petites questions. Alors une première, juste quand vous avez parlé de la concentration du cyanure d'hydrogène. Oui. C'était juste pour savoir quelle était l'unité de concentration, puisqu'elle n'apparaissait pas... C'est un rapport. Il n'y a pas vraiment d'unité. C'est un peu comme un pourcentage, si vous voulez. Ok. Voilà. C'est quoi? C'est des moles par des unité de volume? C'est des moles par mole, en fait. Ah oui, d'accord, ok. Donc il n'y en a pas. Et deuxième question,
concernant Dragonfly. Est-ce que le fait, malgré la taille du drone par rapport à la taille du satellite, qui est négligeable, est-ce que le fait de bombarder avec des neutrons ne va pas modifier quelque part cette zone-là? Est-ce que ça ne va pas modifier la nature en fait un peu du site sur lequel ces bombardements auront lieu? Merci. Alors, je pense que oui, ça peut modifier peut-être un petit peu, effectivement, mais je pense que c'est totalement négligeable. Ça va être dans la sous-surface de toute façon, principalement, un peu à la surface, mais non, en fait, je pense que c'est totalement négligeable. Ouais. Merci. Donc, merci pour cette conférence. J'avais juste une question au niveau énergie pour le drone, puisque vu qu'il n'y a que très peu d'énergie solaire due à l'atmosphère et la distance, vous ne pouvez pas utiliser de panneaux solaires ou alors très peu. Donc, quelle va être la source d'énergie du drone? Oui. Donc là, effectivement, j'en ai pas du tout parlé. La source d'énergie, c'est finalement une sorte de pile nucléaire. Donc c'est un générateur thermoélectrique à radioisotope. Donc, alors je sais plus, je crois que c'est de l'uranium, mais peu importe. Donc c'est un isotope qui va du coup se dégrader, émettre de la chaleur. Ça va être transformé en électricité et ça va alimenter une batterie. Et donc le drone va voler sur la batterie. Et donc la batterie, elle, va être rechargée chaque nuit, à chaque fois que le drone sera posé. Donc il faut savoir qu'une journée sur Titan aussi dure 16 jours, donc une nuit dure 8 jours. Donc voilà, pendant que le drone ne fera pas de mesure au sol, la batterie sera rechargée. Et c'est un point aussi crucial parce que finalement, au cours du temps, donc ce générateur émet de moins en moins d'énergie, mais la batterie aussi se décharge petit à petit. Donc il y a une zone de sécurité pour pas trop utiliser la batterie, non plus pour qu'elle tienne le plus longtemps possible. Et pendant, là aussi je l'ai pas mentionné, le voyage vers Saturne dure à peu près 7 ans. Donc c'est pareil, tout ça se dégrade aussi un peu au cours du temps. Mais donc pour revenir juste à la question, effectivement, c'est de l'énergie nucléaire finalement. Donc une pile nucléaire. Oui. Une pile nucléaire. Merci. Bonsoir et merci encore. Le drone va voyager tout seul ou est-ce qu'il est également accompagné par un orbiteur qui va par exemple regarder Saturne ou les autres lunes de Saturne? Et non, malheureusement, il va voyager tout seul. En fait, sa coiffe, finalement, remplit quasiment la tête de la future fusée. Le lanceur n'a pas encore été totalement sélectionné, mais il n'y a pas la place d'envoyer autre chose. Et ça aurait coûté beaucoup trop cher. Mais c'est sûr qu'un orbiteur, ça aurait été génial, et malheureusement, il n'y en a pas. Vu que sur Titan, il y a de l'azote, est-ce qu'il y aurait une sorte de plante qui pourrait y pousser sur Terre? Comme il fait moins 180 degrés, il y a très peu de lumière, très peu pas vraiment quoi faire de la photosynthèse à la surface, donc non, je pense qu'il n'y a rien du tout qui pourrait pousser. Mais du coup, si le drone il marche à l'énergie nucléaire, s'il explose, du coup ça fait l'équivalent d'une bombe nucléaire ou pas? Non, ça ferait pas une bombe nucléaire. Il n'y a aucune raison qu'il explose, normalement. Mais non, ça ferait pas, ça crée pas des réactions en chaîne comme dans une bombe nucléaire. Donc non, il n'y a aucun risque. S'il explose sur Terre, alors ça ferait pas non plus une bombe nucléaire. Par contre, ça créerait de la pollution. Et donc il y a énormément de sécurité par rapport à ça. Donc non, il y a voilà, c'est comme toute fusée envoyée vers l'espace. Finalement, c'est extrêmement rare les explosions. Surtout que les lanceurs utilisés pour ce type de mission, c'est des lanceurs qui sont vraiment testés, retestés, qui fonctionnent bien. Donc normalement, il n'y a pas de risque. Et ne t'inquiète pas, il n'y aura pas d'explosion nucléaire non plus. Je me permets une autre question. Au vu du temps que mettra le drone donc, pour arriver sur Titan, 7 ans, c'est ce que vous avez dit, c'est ça? Et donc, vous espérez avoir des débuts de résultats combien de temps après le lancement? Aussitôt arrivé, j'imagine? Oui, c'est ça, en 2034. Très rapidement, Ah, oui. Il y a déjà des plannings, en fait, de cycles observationnels
à quel moment tel instrument va observer, pour bien faire attention à l'énergie qui sera consommée. Oui. Ensuite, il y a des contraintes, il faut envoyer les données vers la Terre directement, etc. Donc, mais très rapidement, ouais, je pense quelques semaines après. Merci. Ouais. De toute façon, on aura les images tout de suite, je pense, ça fera le buzz, les images de la surface de Titan. Voilà. Mais la science arrivera un petit peu après. D'abord, il faut vérifier que tout fonctionne bien, qu'il n'y a aucun problème. Donc oui, je dirais quelques semaines. Oui, merci beaucoup pour la conférence. J'avais juste une question ou une remarque. Il y a des lacs ou des mers d'hydrocarbures. Hein, est-ce que c'était inenvisageable de mettre un sorte de drone sous-marin que on aurait pu récupérer après, oui. Vous y aviez songé ou c'est quelque chose qui... Il y a eu des projets de mission spatiale qui ont été proposés justement avec un sous-marin ou des bateaux qui iraient sur les lacs de Titan. Mais là, en l'occurrence, le problème, c'est que dans le budget du type de mission de NASA, donc c'était 850 millions d'euros, quelque chose comme ça, c'est ce qu'on appelle les New Frontiers, il n'y avait pas assez pour mettre un orbiteur. Et donc, à cette époque-là, il fallait pouvoir envoyer directement vers la Terre. Or, ça va arriver pendant que... Donc, les lacs ne sont que dans l'hémisphère nord. Et à ce moment-là, ça sera dans la nuit polaire. Donc ça veut dire que ça ne peut pas envoyer directement vers la Terre. D'où l'atterrissage à la surface au niveau de l'équateur. Et donc voilà, mais il y a des gens qui ont réfléchi à envoyer des sous-marins ou des bateaux. Mais voilà, il faut un relais, il faut un orbiteur aussi pour ça. Parce que ça ne peut pas envoyer directement vers la Terre. Donc, sauf si ça y allait en été, donc ce qui serait une toute autre période. Mais donc beaucoup plus tard dans le temps. Mais toujours est-il que ça n'a pas été sélectionné. D'accord, voilà. Merci. J'avais une question. C'était combien de temps il prend le trajet Terre-Titan de Dragonfly ? Donc la fusée mettra à peu près 7 ans, grosso modo. Okay. 6 à 7 ans pour y aller. Combien de temps met l'image qui sera émise par Dragonfly pour vous arriver à vous ou à la NASA ? Compte tenu de la distance, c'est grosso modo 1h30, à peu près. Voilà. C'est pour ça que le drone est autonome. En fait, il ne peut pas être piloté en direct, à distance. Donc il sera totalement automatisé, mais il y aura quand même, compte tenu de la journée de Titan qui est longue, voilà, les chercheurs auront le temps de récupérer les données, de les analyser et ensuite de modifier potentiellement les commandes pour l'observation à la surface suivante. À peu près 1h30, oui. Aux alentours de 90 minutes. On est à plus d'1 milliard de kilomètres de la Terre. Donc voilà, c'est à peu près. Excusez-moi, est-ce que la densité de la surface des plaines ou du sable est connue ? Aucune idée, non. Est-ce que ça peut pas être justement non, ces particules d'HAP qui flocculaient en surface, qui soient très peu denses peut-être ? On sait qu'il y a des grains de sable. On ne sait pas de quoi ils sont faits. Donc, ils sont faits probablement d'agglomérats, de conglomérats, des aérosols que je vous ai montrés. On pense, compte tenu du fait que c'est la forme des dunes qui ont ces tailles, donc ces longueurs, ces tailles, etc., on pense que les grains font à peu près 0,2 mm de diamètre. Est-ce qu'ils sont très denses ? On ne sait pas. La croûte de glace est probablement très dense. Un peu comme comme je disais, un peu comme de la pierre. Mais voilà, on n'a vraiment pas beaucoup plus d'infos là-dessus. Donc ça va être une surprise, oui. Qu'est-ce qui a motivé ce choix d'aller observer cette lune ? C'est une lune, Titan, plutôt qu'autre chose. Et qu'est-ce qu'on attend de ce genre d'exploration ? Qu'est-ce que vous espérez trouver ? Vous avez déjà, je suppose, des idées de ce que ça peut apporter. Donc, vraiment, le grand principe, c'est d'essayer de comprendre. En fait, finalement, sur Terre, on ne sait pas comment la vie est apparue. On n'a aucune idée de quelle était la chimie atmosphérique avant l'apparition de la vie. Donc, Titan, ça peut servir un peu comme de laboratoire. Donc, même si c'est différent de la Terre, mais la chimie atmosphérique est tellement complexe
on pense que ça pourrait donner des indices. C'est pas du tout. Là, attention, je ne dis pas que sur Titan il y a de la vie qui est apparue ou qui voilà. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre la chimie prébiotique dans un environnement différent de la Terre. Comment est-ce que ça peut évoluer? Et en fait, on se rend compte que ça évolue grâce au méthane. Finalement, cette chimie, la complexité de cette chimie se fait assez naturellement. Sur Pluton, on a des aérosols aussi. Finalement, l'atmosphère de Pluton est beaucoup plus ténue que celle de Titan, mais on observe des aérosols, un peu comme Titan. Il y a aussi du méthane, etc. Et on pense que dans les exoplanètes, il y a des aérosols aussi qui se forment assez facilement, donc peut-être aussi avec la chimie liée au méthane ou autre chose. Et donc voilà, il y a ces grandes questions de comprendre jusqu'où la chimie prébiotique va dans l'atmosphère de Titan. Et ces histoires donc, que j'ai montrées, les molécules chirales, donc essayer de voir si, dans un environnement différent de la Terre, s'il n'y a pas de vie, est-ce qu'on observe des déséquilibres entre ces formes de molécules? Est-ce qu'on a 50-50 on appelle ça des conformations, d'une conformation ou de l'autre, parce que normalement ça se fait aléatoirement par la chimie. Mais sur Terre, à cause de la vie, on n'a pas 50-50. On a un type de molécule qui va être plus utilisé par la vie. Est-ce que sur Titan, on a un déséquilibre comme ça aussi? Donc voilà, il y a toutes ces questions-là qui sont derrière et qui motivent l'étude de Titan. C'est la complexité de la chimie et est-ce que cette complexité peut mener à des molécules d'intérêt pour la vie? Est-ce que, par exemple, on peut former des briques de l'ADN à partir d'un objet, d'une lune, comme Titan? Et donc il y a des questions aussi d'habitabilité derrière toutes ces choses-là. L'atmosphère de Titan, en termes de chimie, est beaucoup plus complexe que Mars. La chimie atmosphérique martienne est vraiment beaucoup plus simple. De même que sur Terre, en fait. La chimie atmosphérique terrestre est beaucoup plus simple que sur Titan. Il n'y a pas de souci, on est là. Pardon. On est bien. J'ai lu dans une biographie non autorisée que vous vouliez étudier les exoplanètes. D'un autre côté, Titan, c'est peut-être moins loin, mais vous aurez du coup comme ça les photos ou même les mesures in situ d'un atterrisseur. Quel regard vous portez sur votre carrière? Est-ce que vous vous estimez chanceuse? Ah bah carrément. Ah bah plutôt oui. Moi je suis arrivée en thèse au début de la mission Cassini. Donc en fait, tout le travail que j'ai essayé de vous montrer un peu avec les ingénieurs, tout ce qu'ils font pendant des années, moi je ne l'ai même pas vu en fait. Je suis arrivée au moment où les données arrivaient. Donc c'était incroyable. Au début de la mission Cassini, il y avait les premières images. Dans les conférences, des salles comme ça étaient remplies, il y avait des gens debout. Il y avait un dynamisme de fou, on découvrait beaucoup de choses. Et du coup, ça s'est étendu sur 13 ans. Après, on peut se poser d'autres questions, comment ça évolue au cours du temps, etc. Et on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on imaginait. Il y a des collaborations, donc c'est un peu ce que j'ai essayé de montrer avec des spectroscopistes, des modélisateurs, etc. On collabore énormément, on ne peut pas avancer tout seul dans son petit coin. Et ensuite, de voir qu'une sonde comme Dragonfly se monte. Oui, moi j'estime que je suis hyper chanceuse. Et puis bon, pour en revenir aux exoplanètes, c'est pareil. On commence à avoir de plus en plus de données. On a plus de 5000 exoplanètes qui ont été détectées. On commence à en caractériser plusieurs dizaines. Voilà, comment s'échappent les atmosphères, quelles sont les contraintes de la chimie. En termes de contraintes de la chimie, on est plus, je dirais, dans l'équivalent des années 70 pour Titan, mais transposé aux exoplanètes. Mais cela dit, il y a quand même des instruments incroyables. Vous avez vu probablement des résultats du James Webb Telescope avec des spectres magnifiques. Du coup, il y a une résolution qui est ce qu'elle est, mais en tous les cas, une sensibilité qui est énorme. Et il y a vraiment beaucoup de choses à faire aussi. Donc pareil, c'est un domaine qui explose en ce moment. Et il y a beaucoup de choses à faire. C'est presque difficile de suivre au cours du temps toutes les nouveautés. Je voulais savoir quel était le lien entre la densité et la température et autre chose que vous aviez parlé précédemment. Alors je ne sais plus à quel moment j'ai dit ça, mais en tous les cas, c'est quand on considère que l'atmosphère, je ne sais pas si ça te parle, un gaz parfait, PV égale NRT, non, t'as pas vu ça encore en cours.
tu vas voir ça en cours. Sache que c'est intéressant pour étudier les atmosphères planétaires. Non, disons qu'il y a une loi très connue des gaz, dit gaz parfait, voilà, qui permet de relier la pression, la densité et la température. Mais je n'ai pas détaillé là, parce que bon... mais je ne sais pas en quelle classe tu es, mais crois-moi, en physique, tu vas voir ça. C'est important. Merci à tous. On remercie encore Sandrine pour sa conférence.